Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre deuxième atelier en cette journée du jeudi 21 décembre 2023. Donc aujourd'hui, nous continuons notre découverte des premiers philosophes et on va parler sur le premier sage fait parmi les 7 qui était Thalès de Milet, dont nous partons du côté de Milet pour découvrir un personnage qui est en même temps historique, il n'y a pas de doute sur son historicité, disons son histoire, tout ce qu'il a fait, mais aussi qui a été un tout petit peu romancé, mythologisé avec le temps, et dont il faut savoir que les sources dont nous disposons sont postérieures, bien sûr, à son existence. On va connaître des choses sur Thalès par Hérodote, ensuite, beaucoup plus tard, Diogène de Laërce, qui va écrire les biographies des grands philosophes antiques, Simplicius, et Platon va les citer parfois, et bien sûr Aristote, qui est celui qui, dans sa métaphysique, va développer un petit peu toute sa théorie sur ce qu'il appelle les premiers philosophes ou les physiciens, et qui considère que Thalès est vraiment un personnage remarquable, puisqu'en fait, c'est lui qui va ouvrir la voie à la philosophie et en même temps à la science, puisque nous sommes en train de passer d'une vision beaucoup plus mythologisée de la connaissance à une vision qu'on pourrait appeler aujourd'hui scientifique et dans laquelle la raison et la dénomination conceptuelle, disons, des grandes lois de la nature commencent à faire ses premiers pas. Alors, malgré qu'on ne connaît pas énormément, on a suffisamment de matériel pour faire l'incursion dans cette œuvre de Thalès. Et comme toujours, je me base sur cet ouvrage dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Les premiers philosophes, de Maria Dolores Figueres, Fernando Figueres, que vous pouvez vous procurer dans nos associations ou en écrivant à notre site Nouvelle Agropole. J'ai peur que notre public ici présent commence un peu à prendre connaissance, puisque ça sera en fait notre manuel qui va nous accompagner tout au long de notre cycle. Eh bien, un petit mot juste d'introduction, et ensuite on va dérouler un programme où je vous parlerai sur la vie, ses voyages, les légendes, son activité en tant que scientifique, en tant qu'homme politique, le fait qu'il ait considéré l'inventeur d'une première école de philosophie, donc c'est quand même important, et ensuite on va étudier un petit peu sa conception du monde autour de la notion de l'eau comme premier principe, comme marqué, et de la physis, donc comment on conçoit les thèmes de la nature et du devenir. Alors, j'avais écrit dans ma petite présentation Thalès de Milet, le premier sage et les origines de la vie. Il est considéré comme le plus sage, le premier philosophe. Grand voyageur, il reçoit des connaissances des centres de sagesse d'Égypte et de Mésopotamie, point d'interrogation. En fait, c'est connaissance de Mésopotamie, mais il n'est pas allé forcément à Mésopotamie. On lui attribue l'invention du modèle de l'école de philosophie, en réunissant un groupe de disciples autour du maître, mais avec pleine autonomie pour élaborer des systèmes aidant à comprendre la réalité de l'univers. La grande audace de cette philosophie première et de proposer une nouvelle vision de l'univers, des natures divines comme un tout, où l'un soutient les multiples. Que tout soit rempli de Dieu et que les principes générateurs soient l'eau, suggère une idée de la vie une qui anime l'existence comme une source inépuisable de croissance et de changement. Bon, tout ça mérite un développement que je vais faire au long de mon exposé. Donc, par rapport à la vie de Thalès, on va les situer entre 624, 625, 620, enfin il y a plusieurs dates possibles, donc 625, 620, et la mort entre 548 et 545. Les sources sont celles que je vous ai données. Il est originaire des Milet, mais sa famille peut-être viendrait de Phénicie. Donc en fait, il est le fils, ça au moins ceci est reporté, il serait le fils d'Examios, qui était un marchand, et Cléobouline, tous deux d'origine phénicienne. Et Thalès et d'autres vont dire que c'est
Examios et Cléobouline, étaient en fait membres de la famille des Télides. La famille des Télides, qui était des sortes de prêtres consacrés au culte pendant des générations. Donc c'était une famille sacerdotale qui viendrait justement de Phénicie. Peut-être son nom, c'est une hypothèse que certains donnent, serait un rapport avec le mot thalassa. Télidien, télis, thalassa, qui veut dire mer en grec. Donc nous sommes déjà un petit peu autour de la notion de l'eau, de l'océan, de la mer, et une déesse babylonienne de l'océan primordial qui s'appelait Tiamat, qui était la mère des vivants. Et Platon ira encore plus loin, ainsi qu'une autre légende, qui va dire que cette famille de Télides descend de la lignée d'Agénor et Cadmos. Cadmos est un grec, mais auquel on attribue justement le fait de s'être installé en Phénicie et avoir été les premiers à travailler sur l'alphabet. L'alphabet phénicien, c'est l'écriture phénicienne, qui est à la base de l'alphabet grec. Donc quand même, on est en fait dans une transmission des connaissances dans des époques un petit peu archaïques. Donc, plusieurs sources, on va dire effectivement que sa famille se serait installée à Milet. Il y a d'autres versions, mais ça, c'est l'élément, disons, les plus connus. On ne connaît pas ses maîtres, mais on sait qu'il voyage en Égypte. Certains disent, point d'interrogation, est-il allé en Mésopotamie, ou peut-être il a eu connaissance des sources mésopotamiennes à travers l'Égypte également. Il est en contact avec leur sagesse, et il faut se rappeler, on l'a déjà vu un petit peu quand on a parlé sur les 7 Grecs, notamment de Solon, on avait parlé sur Solon, et on a vu que justement, il était habituel pour les Grecs de cette époque archaïque d'aller en Égypte, se former dans des grands centres d'études. Disons que les grandes universités de Harvard, ou je ne sais pas, Oxford, Cambridge, etc., étaient à l'époque en Égypte, qui était centre de connaissances énormes et une très très longue histoire. À tel point que je vous avais raconté cette anecdote, puisque on dit que Solon entre en contact avec des prêtres égyptiens qui lui disent « Ah Solon, vous les Grecs serez toujours des enfants ». C'est vrai que c'est une civilisation qui avait déjà pratiquement 3000 ans, ou 2000 et quelques à l'époque. Ceux petits Grecs qui sont en train de sortir d'un Moyen-Âge pour recréer quelque chose de nouveau apparaissaient comme vraiment de très jeunes et qui avaient un petit peu tout à apprendre. Et ils vont en apprendre, ça c'est certain. Alors, où est-ce qu'il va aller? En particulier, on pense à Naucratis, qui était une colonie grecque dans les deltas. Alors, c'est intéressant de savoir que déjà à l'époque, il y avait de très bonnes relations entre Milet et justement le monde égyptien, et en particulier cette ville de Naucratis, parce que les pharaons de l'époque, Amosis, c'est quand déjà Thalès est un petit peu plus âgé, qui règne entre 570 et 526, il va précéder la conquête de l'Égypte par Cambyse, parce que quand même il y a une invasion des Perses qui va se produire pendant le règne de son fils Psamétique III. Mais Amosis avait de très bonnes relations avec le monde grec, à tel point qu'il semble-t-il, elle a même financé la reconstitution du sanctuaire d'Apollon à Delphes, qui avait connu une destruction par le feu, un incendie. Donc vous voyez, ces deux mondes étaient finalement assez proches. Et on verra tout à l'heure quelle connaissance va amener justement Thalès de ces voyages. Donc, en particulier, bien sûr, on verra qu'il va amener beaucoup de sciences, notamment de géométrie, probablement d'astronomie et d'autres choses. Il y a une légende qui dit, enfin, on pense que c'est un petit peu de l'ordre de la légende, qu'il aurait mesuré par la mesure de l'ombre de la pyramide, il aurait mesuré la hauteur de la pyramide. Comme c'était une grande découverte, c'est ce qu'il raconte plus tard que dans les banquets des sages, mais ça paraît comme une légende, parce que comme disent d'autres auteurs très raisonnables, ce n'est pas un peuple qui était lui-même des grands mathématiciens, géomètres, qui avaient construit les pyramides, qu'on allait leur raconter comment mesurer la hauteur de la pyramide. Disons. Là, on est un peu dans le côté un peu légendaire. Et en parlant un petit peu de légende, il y a une légende très jolie qui s'appelle la légende du trépied. En fait, il y a plusieurs légendes autour de Thalès, mais celle-ci, elle est sympathique parce que, par la signification qu'on peut en tirer.
Donc on raconte que des pêcheurs ioniens trouvent un jour un joli trépied, très, très délicat, très ouvragé, et ils se demandent mais à qui il appartient. Et donc ils vont consulter l'oracle de Delphes. Et l'oracle dira qu'il faut le transmettre au premier des sages. Donc, s'il faut le transmettre au premier des sages, immédiatement, ces pêcheurs ou ces personnes vont le remettre à Thalès, puisque Thalès est considéré le premier de ces sages de Grèce. Mais celui-ci va considérer qu'il n'est pas le premier des sages, donc il le transmet à quelqu'un d'autre. Et la ronde continue jusqu'à arriver à Solon. Et Solon lui-même va les renvoyer au temple de Delphes en disant « Le dieu est le premier sage ». Donc en fait, à travers cette image, disons cette scénarisation du trépied, qui comme vous le savez est un des instruments justement rituels d'Apollon, donc qui est associé par excellence au temple de Delphes, qui circule à travers les sages et qui revient, n'est-ce pas, au temple, on a cette idée d'une chaîne de sagesse, la chaîne appelée la chaîne d'or de la connaissance et de la sagesse, qui circule, mais qui se sent toujours tributaire de la source archétypale qui était les principes divins d'Apollon. Donc ça, c'est une très belle histoire. Sinon, il y a une autre qui est citée par Platon et d'autres, dans laquelle on explique qu'il y a un sage, et parfois on attribue cette histoire à Thalès, qui est en train de regarder le ciel. Il est tellement attiré par l'observation du ciel qu'il tombe dans un puits. Donc l'allusion est, parfois, certains de ces sages sont tellement perdus dans leurs idées célestes, dans leur monde un petit peu de la pensée, qu'ils sont incapables de voir ce qui se passe dans le monde concret. Donc c'était un petit peu une allusion à une certaine distraction qu'ils pouvaient avoir les sages. Bien, voilà quelques petites anecdotes. Alors, quelles sont en fait les connaissances diverses et les pratiques diverses des connaissances qui va pratiquer notre cher Thalès? Souvenez-vous qu'à l'époque, on pratiquait souvent beaucoup de connaissances. Donc c'était vraiment des esprits très riches et variés. En fait, on ne se contentait pas d'être spécialiste de telle ou telle discipline. On était vraiment dans l'esprit, entre guillemets, plutôt d'homme universel. Donc on va voir un petit peu ses activités scientifiques, quelles étaient un peu ses spécialités, sur quoi il a travaillé. Et on verra que ça ne l'empêchera pas non plus de s'intéresser à la cité. Donc il va jouer un rôle en tant qu'homme politique également. Alors, il était ingénieur, astronome, économiste, philosophe, etc. Comme ingénieur, et on reparlera un petit peu tout à l'heure au sein des côtés politiques, il a régulé les débits du fleuve Alice, en Anatolie, divisant les canaux en deux. Il paraît qu'il est intervenu par rapport à une guerre de Crésus. Il va aider Crésus dans ce sens-là. Il possédait des connaissances pratiques en architecture. Il introduit surtout des principes de géométrie d'Égypte, comme les calculs de distance et de hauteur basés sur le théorème d'égalité et similitude des triangles. Donc, on a entendu parler des théorèmes de Thalès, comme on a entendu parler des théorèmes de Pythagore. Alors, je vais parler un petit peu sur ces théorèmes-là. En termes d'astronomie, on les considère également les premiers des astronomes. Il est considéré l'un des fondateurs de l'astronomie. Il a fait un certain nombre de choses intéressantes qui sont, d'une part, il décrit la petite ours. Vous savez, cette espèce de casserole dans le ciel, mais qui servait surtout pour guider beaucoup les marins. Il calcule la durée de l'année et des intervalles de solstices aux équinoxes. Il évalue le diamètre apparent du Soleil et les grandeurs relatives du Soleil et de la Lune, en s'aidant probablement d'un gnomon qui servait pour prendre certaines de mesures. Et il va faire de nombreuses observations sur les constellations. Et par exemple, on dit qu'il parvient à répertorier des éphémérides pour voir un tout petit peu le rythme de la journée, de l'année, à tel point qu'il va rectifier les calendriers, puisqu'il se rend compte que la durée de l'année n'est pas de 365 jours, mais de 365 et un quart. Vous savez, c'est ce petit quart qui nous produit
les années bissextiles au bout d'un certain temps. Il observe la constellation des Hyades et aussi la position des Pléiades. Il semblerait que le calcul est plus juste à partir de l'Égypte que de la Grèce, et il s'est tiré des profits de ces observations astronomiques. Donc, par exemple, on raconte que Thalès, prévoyant une abondante récolte d'olives, suite à ces observations astronomiques, aurait monopolisé les pressoirs pour spéculer sur leur service. Et c'est comme ça, justement, il devient très riche grâce à des récoltes d'olives qu'il s'est capitalisées. Il voulait simplement montrer que les sages étaient capables de faire fortune, mais ce n'était pas ce qui les préoccupait en premier, parce qu'ils préféraient s'occuper de la recherche scientifique et de la vie honnête. Mais en tout cas, s'il voulait, il pouvait être un bon, entre guillemets, homme d'affaires prévoyant. Au niveau géométrique, je ne vais pas vous fatiguer trop, mais on va dire quand même qu'il y a 4 éléments qui sont importants dans ce qu'il va, entre guillemets, découvrir, au moins théoriser à l'époque. Aujourd'hui, ça nous semble basique, mais quand même, il faut nous situer à un moment où on commence un petit peu à théoriser, expliquer le fonctionnement de certaines lois dans ce cas-là géométrique. Par exemple, le cercle est partagé en 2 parties égales par tout diamètre. Donc, peu importe le diamètre qu'on prend, toujours le cercle est partagé en 2 parties égales. Les angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux. Les angles opposés par les sommets sont égaux lorsque 2 droites se coupent. 2 triangles sont égaux s'ils sont 2 angles et les côtés compris égaux. Et donc, il y a 2 théorèmes de Pythagore, un qui est utilisé surtout en Allemagne et un autre en France. Apparemment, on ne parle pas du même théorème. Le premier théorème de Thalès, porte sur l'angle inscrit dans un demi-cercle. Donc, il explique que si un triangle est inscrit dans un cercle, avec un côté des triangles pour diamètre du cercle, il sera rectangle d'hypoténuse diamètre. Bon, donc, en fait, il va parler du fait qu'il est d'office un triangle rectangle. Et l'autre, le théorème de Thalès, que vous avez étudié pour le moment dans votre jeunesse géométrique, dans la matière de géométrie, il se réfère au rapport de longueur dans un triangle coupé par une droite parallèle à l'un des côtés, bon, etc. Bon, alors, c'est le célèbre motif dans lequel on coupe par des lignes et on constate l'équivalence des distances. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est pour dire qu'il y a des choses très précises. Une autre découverte qu'on lui attribue, mais qui est un petit peu plus mise en cause, c'est qu'il aurait prévu l'éclipse solaire du 28 mai 585, qui survint lors d'un combat entre les Mèdes et les Lydiens. Et on appelait la bataille de l'éclipse. Mais Hérodote rapporte cette prédiction, mais les scientifiques ou les chercheurs postérieurs considèrent que c'est un petit peu difficile, ça relève plutôt d'une légende, parce que comme ces calculs relèvent d'un certain nombre d'observations empiriques et pas d'une théorie réelle des éclipses, à l'époque, on pouvait calculer relativement facilement les éclipses lunaires, puisque ce sont associés à un cycle de 18 ans qu'on appelle les Saros, et les Babyloniens, les Mésopotamiens ont fait des études astronomiques très importantes, donc il y avait des tables, enfin il y avait un certain nombre de choses connues, mais on n'avait pas à l'époque des tables et des éléments suffisants pour pouvoir déterminer les éclipses solaires. Pour ça, il faut attendre un autre auteur, un astronome extrêmement important qui s'appelle Hipparque. On est en 590 à 120 avant notre ère, au moment beaucoup plus tard, puisqu'il fait une théorie des épicycles, et donc il va effectivement pouvoir mettre en place la comptabilisation des éclipses solaires. Et en même temps, cet Hipparque est particulièrement important, puisque c'est lui qui va étudier les thèmes de la précession des équinoxes. Donc, c'est le mouvement de la Terre qui donne un cycle de 20 000 ans. Bon, donc, on va s'arrêter là pour ce côté un petit peu mathématique. Et au niveau physique, on les considère également un premier physicien, c'est-à-dire qui étudie un petit peu les lois de la physique. Et c'est amusant de constater qu'il fait quelques observations sur l'électricité. Mais de quelle manière? Ça, c'est assez original, puisqu'en fait, il fait des expériences en constatant que l'ambre, c'est la pierre l'ambre, qui est assez particulière,
a la propriété d'attirer des matériaux légers comme les tissus. Et le mot électricité, électron en grec, faisait allusion à cet ambre jaune. Donc, il aurait aussi fait des expériences concernant les propriétés d'aimantation de l'oxyde de fer. Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet. En fait, nous sommes en présence, disons, d'un certain nombre d'investigations qui vont donner une explication physique des phénomènes que l'on observe et que l'on va commencer un tout petit peu à, comment dirais-je, régulariser, étudier d'une manière plus régulière, plus suivie. Concernant ce qu'on appelait l'aspect de sa carrière politique, en tant qu'homme politique, bien sûr, il est en rapport, en relation avec des personnalités influentes de son temps, comme Crésus, le roi lydien, le roi de Lydie. Vous savez, Crésus, on dit riche comme Crésus, ça vous dit quelque chose. Et il a conçu des armes et des ouvrages publics. Alors, à un moment donné, Crésus veut obtenir une alliance avec les cités ioniennes pour se battre contre les Perses, contre Cyrus pour être précis. Et justement, ça va être Thalès en personne qui va conseiller de ne pas s'allier avec Crésus contre Cyrus. Et ça a été une bonne résolution, parce que grâce à ça, il a sauvé la cité, puisque justement Milet ne s'est pas engagé. On dit ceci, Diogène Laërce disait ça, il paraît avoir été un éminent conseiller politique. Il marqua son opposition quand Crésus envoyait une ambassade proposer aux Milésiens de s'engager à ses côtés. Étant donné ensuite la victoire de Cyrus, ce refus assura la survie de la cité. S'ils s'étaient alliés avec Crésus, les Perses les auraient détruits. Donc ils ont réussi à garder un accommodement, disons un accord avec les Perses. Et il y a eu un temps de coexistence relativement pacifique entre ces mondes grecs, ces grandes cités de la côte ionienne, et l'Empire perse. En tout cas, il était aussi conseiller militaire et ingénieur. Et là intervient l'histoire qu'il a détourné les cours du fleuve Alice pour faire passer l'armée de Crésus. Ça, c'est dans une autre occasion, dans une autre bataille. On n'est pas dans la même que l'on a décrit tout à l'heure. Et ce qui est important, c'est que justement, comme il avait du crédit auprès de ses concitoyens, il propose quelque chose qui sera plus ou moins entendu, si je peux dire, parce qu'il va proposer une alliance entre les cités pan-ioniennes. Donc il propose que les cités-États d'Ionie se regroupent dans une fédération pan-ionienne. Ce qui avait été aussi proposé par Biès de Prienne, un des sages que je vous avais présenté dans un premier atelier. Et il faut savoir que faire des alliances à l'époque, comme les cités grecques, c'était des cités-États, très fiers de leur indépendance, c'était un exercice de style important. Mais il est toujours dans l'idée d'aller vers quelque chose qui dépasse le localisme et qui permet d'avoir une vision d'ensemble, disons, un peu plus riche. Voilà, donc nous avons déjà un petit peu quelques aspects de sa pensée, de sa démarche, auxquels on va ajouter tout à l'heure la création, disons, d'une école de philosophie. Alors on va nous parler aussi de sa mort, de son modèle de sagesse. Comment est-il mort? Bon, encore une fois, c'est par Diogène de Laërce que nous avons cette information, donc c'est un petit peu plus tardif. Donc il a vécu quand même une vie assez longue, puisque pour certains il est mort à 78 ans, pour d'autres à 90, en tout cas, vous voyez, c'était une vie riche et abondante. Mais il était passionné de gymnastique et de sport, donc il assiste à une compétition, et il était sur les gradins, et semble-t-il qu'il est mort par déshydratation lors d'une compétition à laquelle il assistait. Thalès le sage, dit Diogène de Laërce, mourut en assistant à une rencontre sportive du fait de la faim, de la soif et de la faiblesse de l'âge. Et donc Diogène va composer un épigramme à ces propos qui dit la chose suivante.
tandis qu'il contemplait une lutte sportive, Zeus solaire tua, hors du stade ravi, Thalès dont la sapience avait fait le renom. J'étais lourd de l'avoir rappelé près de toi, car il était très vieux, et depuis cette terre, la force lui manquait pour observer les astres. Donc en fait, dans son épigramme, il remercie un Zeus solaire, bon, là il a inventé une sorte de divinité mixte, du fait de l'avoir ravi, d'avoir amené dans une sorte d'apothéose vers les mondes célestes, puisqu'il n'avait plus la force, ou peut-être les yeux qui regardaient pour observer les astres depuis la Terre. Et le même Diogène de Laërce nous dit qu'il y avait une épitaphe inscrite sur la tombe de Thalès qui rappelait qu'il fut un grand homme. C'est presque un haïku, bien que je ne sais pas si au niveau forme ça répond à ça, mais c'est joli, qui dit « Ce tombeau, certes, est bien petit, mais la renommée de l'homme est allée au ciel. C'est celui de Thalès, le très sage. » Donc, un petit tombeau et un grand sage. C'est une jolie image. Donc, en réalité, effectivement, après sa mort, on va toujours trouver, avec le temps, cette sorte de, pas déification, entre guillemets, mais quand même embellissement, donc mythologisation du personnage. Et il va devenir quoi? Le modèle cultuel du sage. Donc c'est pour ça qu'il va être présent dans toutes les listes des sages, disons d'un certain nombre d'auteurs. Et sa renommée se fonde à la fois sur les anecdotes, les différentes histoires que je vous ai racontées, ses voyages, disons, il est un symbole d'ingéniosité. Et pour Aristote, puisque évidemment c'est grâce à l'œuvre d'Aristote qu'on va commencer à déchiffrer ou expliquer clairement la succession, disons, de ces philosophes qu'il appelle les physiciens, c'est-à-dire les premiers philosophes. Il dira de lui les place au plus haut degré de la sagesse, en qualité d'initiateur de la philosophie spéculative et de moraliste. Alors pour le côté moraliste, je reviendrai tout à l'heure, puisqu'effectivement, il est, effectivement, comme vous savez, il a fait un certain nombre d'aphorismes qui nous sont parvenus et qui évoquent un tout petit peu ce côté moraliste, moralisateur. Bien. Ça va? Je dis. Bien. Alors, on parlait du fait, et ça c'est aussi très important, qu'il va être l'inventeur du modèle d'une école de philosophie. Donc nous sommes en fait au commencement de quelque chose qui deviendra une tradition extrêmement importante dans ce monde grec, qui après va continuer un tout petit peu à Rome avec un autre caractère, qui est celui de créer ces écoles de philosophie. Bien sûr, je ne vous dis pas que ce soit seulement la Grèce qui avait développé ces modèles, puisqu'en Inde, il y avait également 6 écoles, 6 courants philosophiques, donc il y avait aussi des écoles, il y avait des maîtres, des disciples. Donc il y a différents endroits où ces voies sont développées, mais ici, c'est intéressant de voir les moments dans lesquels va éclore cette tradition des écoles de philosophie. Donc il fonde, semble-t-il, à partir du moment où il s'installe à, comment dirais-je, à Milet, l'école appelée milésienne, parce que c'est l'école de Milet. Sachant qu'à l'époque, Milet était la plus puissante cité maritime d'Asie mineure, donc dans cette région de la Carie. L'école de Milet a innové par rapport à plusieurs choses. Alors avant de parler de la méthode, on va dire qu'elle était bien sûr plus modeste que l'Académie de Platon, parce que l'Académie de Platon deviendra le modèle par excellence des écoles de philosophie. Il avait un groupe de disciples réunis autour du maître, et ils avaient une pleine autonomie pour élaborer des systèmes d'interprétation de la réalité de l'univers, de l'être humain et de Dieu. Donc en fait, en même temps, par rapport à ce qu'on peut un petit peu déduire, le maître va transmettre des choses, expliquer une méthode, mais c'est ouvert à que d'autres puissent continuer leur propre réflexion. C'est comme s'il y avait un petit peu un maître disons, à l'université avec ses différents disciples qui font leurs thèses, qui continuent un petit peu à développer l'évolution de leur pensée. La maxime « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », vous savez, celle qui est située à Delphes, est attribuée entre autres à Thalès. Donc on est dans l'idée de s'ouvrir à la connaissance sous plusieurs formes. Thalès
doit avoir eu des prédécesseurs. On ne sait pas grand-chose sur ses maîtres. Certains disent que peut-être Phocos de Samos, qui était un astrologue et scientifique, aurait été un de ses maîtres. Bien sûr, fondamentalement, il faut donner beaucoup d'importance à la formation qu'il recevra en Égypte, qui a dû être pas seulement scientifique, mais aussi au niveau de la vision du monde. Et ça va apparaître tout à l'heure quand je parlerai sur le thème de l'eau. Les noyaux de penseurs autour de Thalès, parmi lesquels on connaît ceux qui vont le succéder, qui sont un peu plus jeunes que lui, qui seront Anaximandre et Anaximène. Donc le super Anaximandre et Anaximène seront l'objet de notre prochain atelier. Donc j'ai fait 3 petits points de suspension, parce qu'ils ont des théories aussi formidables, en partant sur l'origine des choses dans l'air, mais on verra qu'est-ce qu'on entend par là, ou dans quelque chose, disons, d'invisible, qui s'appelle la Peyron. Bon, donc ça, prochain épisode, hein, donc je me réserve. Mais en quoi consistait un petit peu la méthode? Alors sur la méthode, on nous dit un certain nombre de choses. D'une part, il donne beaucoup d'importance à la perception visuelle à distance pour élaborer les connaissances. Donc on lui attribue la phrase « savoir, c'est d'abord voir ». Voir. Donc l'importance du regard. Si je reviens à la vision égyptienne, vous savez, les regards, l'œil d'Horus, l'œil de la connaissance juste. Je ne sais pas si vous avez vu cette représentation d'un grand œil qu'on appelle Ujat, qui était associé en quelque sorte à un troisième œil, qu'Horus va récupérer une fois qu'il a perdu la vue attaqué par Seth, mais qui symbolise à la fois la plénitude, la connaissance dans son ensemble et la capacité de voir véritablement. En réalité, on veut dire par là, c'est une vision qui conduit de l'observation des effets à remonter au monde des causes. Donc savoir, c'est d'abord voir. Donc la perception plus fine permet de développer une connaissance qui, pour lui, va être en rapport avec, d'un côté, les côtés pratiques, la techné, et la théorie épistémée. Donc un processus cognitif que les philosophes de l'école de Milet appliquent au questionnement portant sur l'univers. Et Thalès va donc naturaliser les phénomènes naturels. C'est-à-dire, au lieu d'expliquer d'une manière mythologique, n'est-ce pas, je ne sais pas, toutes les entités qui habitent les éléments, que ce soit l'océan, Thétis, les nymphes, enfin bref, toutes ces forces de la nature, mais représentées de manière allégorique par des figures mythologiques, il va commencer à observer les phénomènes en tant que tels. Et c'est pour ça qu'il apparaît un petit peu comme le précurseur de la science, entre guillemets, dans sa vision la plus scientifique. Et c'est, enfin, plus rationnelle, entre guillemets, d'observation. C'est un petit peu les prédécesseurs, en fait, de la méthode scientifique au niveau de sa manière d'investiguer. Ce qui ne lui empêchera pas d'avoir aussi une vision métaphysique. Mais ça, je l'expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. En tout cas, il est le promoteur d'une science fondamentalement ouverte qui lui permet d'observer différentes disciplines scientifiques sans se spécialiser de manière précise. Et certains expliquent aussi que sa méthode est fondée sur l'acte de graphéine, c'est-à-dire d'écrire, l'écriture, comme une discipline en soi, qui permet d'ériger les savoirs et les liens entre eux. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, quand on parle d'écriture, justement, on est en train de parler de quelqu'un dont on n'a pas de traces écrites. On n'a rien d'écrit sur Thalès. Donc c'est des auteurs postérieurs qui nous disent, voilà, Thalès disait ceci, disait cela, etc. Donc on va interpréter là-dessus. Mais la notion d'écriture à une époque où on n'avait pas nos papiers comme aujourd'hui, ni nos ordis, on avait des tablettes sous un cire dans lesquelles on écrivait, on effaçait, on réécrivait. Donc en réalité, on donnait une importance énorme à la mémoire, puisqu'il fallait intégrer toutes les connaissances. Et cette écriture était fondamentalement liée à deux choses. Les traçages des figures
donc instrument de la démonstration géométrique ou de l'astronomie. Donc observer des éléments clés qu'il faut réduire à leur, comment dirais-je, à leur base essentielle, qu'elles soient géométriques, mathématiques ou astronomiques. Donc on trace les figures et on fait beaucoup de schémas ou des choses extrêmement simplifiées. Et on verra ça d'une manière extraordinaire quand j'arriverai au cours sur Pythagore, avec la tétrade pythagoricienne, où tout se tient dans une seule figure dans laquelle on parlera. Donc ça veut dire, vous voyez, qu'il fallait que ces gens, parce qu'il faut qu'on se situe un petit peu dans ce que ça va représenter. Il faut qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur propre mental, dans leur représentation des choses, ils aient fait un travail de pouvoir reconstituer à l'intérieur ce qui va se trouver tracé avec quelques lignes, quelques figures, quelques schémas. Et également, il disait que ça servait également pour la maîtrise du calcul. Donc, toutes ces pratiques vont servir, disent que la pratique instrumentale de l'écriture est orientée vers la démonstration de l'existence d'un ordre cosmique et la volonté d'en comprendre les fonctionnements. C'est-à-dire, nous sommes en présence d'une idée clé pour toute la pensée philosophique grecque, c'est que l'univers est un être vivant parfaitement ordonné et intelligent. D'où la notion de théos, sur laquelle j'ai un petit peu parlé au début et sur laquelle je reparlerai, disons, dans les ateliers suivants, parce que la notion de théos, qui va donner Zeus, qui va donner Dieu, etc., est toujours associée à cette grande intelligence qui est ordonnatrice du monde. Dans l'être humain, avec sa capacité de compréhension et de déchiffrement, en quelque sorte, de ces hiéroglyphes de la nature en tant que telle, va essayer de comprendre comment on fonctionne et quelles sont les lois de ce grand ordre cosmique. Donc on est toujours à la lisière entre les mondes des causes et des effets, la dimension métaphysique, invisible, ces lois de la nature, et la dimension manifestée, les effets, l'univers dans toute sa richesse. D'où les connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux, puisque les macrocosmes, les grands univers, et les microcosmes qui est l'homme, sont régis par les mêmes lois. Donc là, il y a plein de notions qui sont pour l'instant, je dirais, implicites de manière profonde dans la pensée de ces premiers philosophes, et qui deviendront de plus en plus explicites au fur et à mesure que les différents philosophes qui viendront vont continuer à explorer ces orientations. Mais on est toujours devant l'idée d'un principe intelligent qui gère une substance. D'accord ? C'est impensable pour les Grecs de supposer ou imaginer que la matière en tant que telle, de manière aveugle, bouge à droite et à gauche et trouve les solutions des choses. La matière est toujours imprégnée, je ne sais pas comment expliquer exactement, informée. Elle porte, entre guillemets, une information, elle porte une idée, elle porte un programme. On dirait aujourd'hui un ADN, vous voyez, une sorte de programmation qui est extrêmement intelligente. Voilà, ça c'est pour les côtés de ce qu'on peut un tout petit peu déterminer de l'aspect, de la méthode qu'il va utiliser. Donc Thalès représente cette école de Milet, sa théorie de la nature, Physis. Alors sur la nature, je reviendrai un peu plus en détail, va insister sur le fait de chercher une cause exogène, il va chercher une cause interne inhérente au vivant. Dès l'intérieur, les choses vont se développer. Mais je reviendrai tout à l'heure sur le mot physis, sur lequel on a déjà un peu parlé, mais on va reparler un petit peu plus. Donc, mais ce n'est pas parce que la cause est intrinsèque qu'elle ne représente pas un principe intelligent. Vous voyez ? Mais on ne va pas abonder sur la notion de, comment dire, du Dieu extérieur. Il n'y a pas une sorte de création qui vient, disons, du dehors. Donc, certains vont dire, l'école de Millet fait une distinction entre le naturel et le surnaturel, mais il ne chasse pas les divins de la connaissance du monde. Mais la mythologie, c'est en fait, ils vont un petit peu laisser de côté la mythologie pour chercher les causes naturelles des phénomènes. D'accord ? Mais ça n'empêche, sans enlever l'existence d'une dimension que nous appellerons surnaturelle
faute de meilleurs termes. Et semble-t-il qu'ils acceptaient bien sûr la discussion des arguments, admettre la discussion scientifique, parce que justement, entre guillemets, c'est du conflit, du choc entre les idées, que petit à petit la vérité se dégage. Et ça va être par la suite toute la base de la méthode dialectique platonicienne. Socrate, qu'est-ce qu'il fait Socrate avec ses interlocuteurs? Il fait provoquer ces dialogos, ces chocs entre guillemets entre les idées, desquels petit à petit se dégage une compréhension d'une vérité, de quelque chose de plus proche du vrai. Pour cette école, toutes les choses peuvent s'expliquer par la dilatation ou la condensation d'un germe primordial, que ce germe soit l'eau pour Thalès, le feu pour Héraclite, l'air pour Anaximène, ou un principe indéterminé comme l'apeiron pour Anaximandre. L'idée des matières ainsi peu à peu était sondée, et de là les Milésiens lui ont reconnu un principe d'intelligence. Thalès le premier voit dans les mouvements rapides de l'onde une intelligence de la nature. Voilà, donc il est la figure emblématique du philosophe qui va inspirer à la fois Platon et Aristote, et c'est pour ça qu'il va porter déjà l'essence téléologique de la nature. Et toute la philosophie aristotélicienne aura la même idée. Tout va vers un but, vers une finalité. Je vais finir cette première partie, en fait, parce qu'en fait, bon, on va couper, ou je dois couper, enfin, par rapport à mon thème, hein, si c'est un peu plus court, c'est pas un problème. Donc, je voudrais vous rappeler, parce que la dernière fois, on avait parlé des apophthegmes, c'est-à-dire en fait ces sortes d'aphorismes qu'on attribuait aux sages. Vous vous rappelez, en fait, la première fois, on n'avait pas grand-chose à dire sur les sages, mais quand même, chacun avait... Enfin, ils essayaient un tout petit peu d'exprimer de la façon la plus synthétique des pensées qui permettaient une certaine réflexion. Elles sont en général à contenu un peu plutôt moral, c'est pour ça qu'on va les appeler un peu moralisatrices, ou aspirant à la connaissance, mais en cherchant justement à être le plus concis possible, arriver à exprimer les choses d'une manière synthétique. Alors voilà, je vais vous donner un petit peu quelques-unes de ces phrases qu'on attribue à Thalès de Milet. Fais des promesses, la faute n'est pas loin. Fais des promesses, la faute n'est pas loin. Donc, fais attention à ne pas trop promettre. Une autre dit, souviens-toi de tes amis, qu'ils soient absents ou présents. Souviens-toi de tes amis, qu'ils soient absents ou présents. Donc la notion de l'amitié, que vous savez en philosophie, est un point très important, à tel point qu'Aristote en fera une clé essentielle, n'est-ce pas, de la démarche philosophique. N'embellis par ton extérieur, c'est par ton genre de vie qu'il faut embellir. N'embellis par ton extérieur, c'est par ton genre de vie qu'il faut embellir. Ne joue pas avec la façade. C'est pas parce que tu vas présenter, entre guillemets, peut-être des habits très riches, ou une tenue, une belle maison, etc. Ce qui est important, c'est comment tu vis. Le genre de vie, c'est de quelle manière tu agis par rapport à tes principes et à tes lois. Et la vie juste rend beau, vous voyez, parce que pour les Grecs, kalos, agathos est un concept très important. Il faut unir toujours les biens et les beaux. Ne t'enrichis pas malhonnêtement. Bon, ça se passe des commentaires. Là, on est presque dans les décalogues. C'est vrai que, disons, dans tout l'univers de l'époque, disons, de la sagesse de l'époque, que ce soit l'Égypte, la Mésopotamie, on va trouver beaucoup de ces formes d'enseignement par des aphorismes ou des paraboles ou des petits enseignements. En Égypte, le premier livre de sagesse, c'est celui de Ptahhotep.
je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui était un ministre, entre guillemets, premier ministre de l'ancien empire de l'Égypte. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est extrêmement ancien. Et ce sont toutes des phrases comme ça, des sagesses apparemment simples, mais qui donnent à méditer. Et en Mésopotamie, il y avait aussi cette tradition, à Sumer, on a trouvé aussi un certain nombre. Prends garde de te rendre odieux par tes paroles à ceux qui sont liés à toi par serment. Prends garde de te rendre odieux par tes paroles à ceux qui sont liés à toi par serment. Donc, en fait, ne te laisse pas emporter par la colère et, disons, tes émotions violentes qui viennent du cheval rétif, comme dirait Platon. N'hésite pas à flatter les auteurs de tes jours. N'hésite pas à flatter les auteurs de tes jours. C'est-à-dire, sois reconnaissant à tes ancêtres, ceux qui t'ont donné la vie et t'ont permis donc d'être dans la chaîne du vivant. Rejette tout ce qui est malhonnête. Rejette tout ce qui est malhonnête. Aussi, ça n'a pas besoin d'explication. Les bons offices que tu auras accordés à tes parents, attends-toi à les recevoir dans ta vieillesse de tes enfants. Les bons offices que tu auras accordés à tes parents, attends-toi à les recevoir dans ta vieillesse de tes enfants. Bon, ça semble un peu calculateur, mais c'est en fait le cycle de la vie. Les liens entre les générations. Il est difficile de connaître le bien. Il est difficile de connaître le bien. On aspire, mais disons, le bien comme les vrais, les bons et les justes, qui sont des archétypes fondateurs qu'on retrouvera chez Platon, sont un peu difficiles à cerner dans sa réalité. Il y a une jolie phrase de Platon qui dit tout le monde veut faire le bien, mais encore faut-il bien le faire. Le bien pour certains, en fait, est souvent loin d'être le véritable bien. Parce que si nous les regardons sous la lunette de certaines formes de fanatisme, d'ignorance, des intérêts particuliers, ce qui est bien pour moi ne peut être pas ce qui est bien pour les autres, ni pour la nature, ni pour la vie. Donc, il y a un sacré travail, entre guillemets, de réflexion, de méditation, de remise en cause pour savoir si on s'approche ou pas du bien. Voilà pourquoi on a besoin de philosophie, parce qu'elle va nous aider à démêler les vrais du faux, le bien du mal. La plus grande satisfaction est d'obtenir ce qu'on désire. La plus grande satisfaction est d'obtenir ce qu'on désire. Encore faut-il aussi choisir bien ce qu'on désire. Mais ça... L'oisiveté est pénible. L'oisiveté est pénible. Ce n'est pas le divin osium dont parlait Platon. Hein. L'oisiveté, c'est une espèce de... laisser une espèce de vide sans sens. L'intempérance est un mal. Donc vous voyez qu'on est déjà dans une connaissance un petit peu de l'âme humaine qui est assez poussée. L'intempérance est un mal. L'ignorance est un lourd fardeau. L'ignorance est un lourd fardeau. Apprends et enseigne ce qui vaut le mieux. Apprends et enseigne ce qui vaut le mieux.
faut choisir dans toute chose ce qu'il y a de meilleur. Et par rapport à l'oisiveté encore, repousse l'oisiveté même si tu es riche. Repousse l'oisiveté même si tu es riche. Disons que la richesse ne doit pas être une excuse pour ne rien, pour ne rien faire. Cache ton bonheur pour éviter de provoquer la jalousie. Alors là, il y a une anecdote, enfin, un petit conte chinois amusant. On dit que quand les Chinois anciens, n'est-ce pas, avaient des très bonnes récoltes, ils commençaient à crier mauvaise récolte, ils se frappaient la tête, etc., comme si c'était vraiment les plus malheureux. Parce que s'ils célébraient trop leur bonne récolte et leur richesse, les dieux auraient pu être jaloux et leur enlever les bénéfices. Donc, en fait, cache ton bonheur pour éviter de provoquer la jalousie. Fais en sorte de ne pas susciter la compassion. Fais en sorte de ne pas susciter la compassion. C'est-à-dire, dans ce sens, de ne pas être victime, de ne pas jouer le victimaire. Bien sûr, toujours autour du principe de Delphes, il va dire « fais preuve de mesure ». Fais preuve de mesure. Et à Delphes, il y avait inscrit dans cette phrase qui était inscrite dans le temple, une qui disait « rien de trop ». Puisque justement, c'est par excellence l'enseignement d'Apollon, la juste mesure. Rappelez-vous qu'il est le maître de l'arc et de la lyre. Le point commun entre l'arc et la lyre, c'est la corde. Donc si la corde de l'arc n'est pas tendue dans sa juste mesure, trop tendue, ça casse, pas assez, ça ne fonctionne pas. Et pour la musique, c'est pareil pour l'instrument. Dans l'idée de la juste mesure, donc fait preuve de mesure, est un des principes que tous ces sages antiques avaient compris et essayaient de transmettre. Je pense que ce n'est pas passé des modes, ça serait quand même utile de nos jours. Où on est toujours dans l'exagération, dans un sens ou dans l'autre. Une théâtralisation excessive des choses, par justement le fait d'être maîtrisé par nos passions. Je vous conseille de lire, pour ceux qui la connaissent, mais sinon pour les autres, ça sera l'occasion de découvrir. Nous éditons une revue qui s'appelle Acropolis, dans le numéro de janvier. L'éditorial de Fernand Schwartz sur le thème justement de revenir à les chars ailés de Platon, découverts par les neurosciences. Intéressant. Ça va dans ce sens. Alors, garde-toi de donner à tous indistinctement ta confiance. Garde-toi de donner à tous indistinctement ta confiance. Il faut savoir donner sa confiance, mais il ne faut pas être naïf, parce que tout le monde n'a pas forcément de bonnes intentions. Et la dernière, qui semble très évidente, mais qu'on ne respecte pas toujours non plus, dit « Si tu commandes, gouverne-toi toi-même. Si tu commandes, gouverne-toi toi-même. » Ça, c'est aussi la base profonde de tous les enseignements que les philosophes et les sages ont essayé de transmettre, par exemple, quand ils étaient conseillers des gouvernants, ou des empereurs, ou des rois. Ce qui va valoir à Platon d'être vendu comme esclave par Denis de Syracuse, parce que dans son extrême gentillesse, il a peut-être accordé sa confiance indistinctement à tous, mais ce n'était pas les cas les plus justes, donc il était vendu comme esclave. Ce qui va arriver au pauvre Sénèque face à Néron, qui à un moment donné va ne plus vouloir jouer à apprendre des choses, et je pense beaucoup d'autres cas. Mais bon, ça n'empêche que celui qui doit commander à n'importe quel niveau doit savoir se gouverner soi-même. Sur cette très jolie pensée
inspiratrice. On va faire une petite pause et après on continue. Ça vous va? Nous reprenons et nous parlons sur la vision du monde de Thalès. Alors la vision du monde de Thalès va tourner autour justement de cette notion de la physis et de l'eau. Donc en parlant déjà d'abord du terme physis, puisqu'effectivement si on appelle les premiers philosophes les physiciens, c'est parce qu'ils s'intéressent à tout ce qui sont les phénomènes de la nature, puisque physis est associé à la nature. Mais on dit de ces physiciens qui font l'effort pour développer la sagesse divine sans recourir aux recettes mythiques comme Homère ou Hésiode. Mais quand on parle de physis, de quoi on parle exactement? On va parler d'un processus de survenue et développement des choses. Donc en fait, la physis évoque la source originaire des choses. Il y a une puissance qui, à un moment donné, va provoquer l'émergence du vivant et des choses. C'est à partir de quoi elles se développent, les choses, et se renouvellent constamment. Donc c'est une sorte de puissance génératrice extraordinaire qui fait jaillir les fleurs, n'est-ce pas, qui fait que les germes, à un moment donné, se développent et puissent grandir. Donc elle est en fait la réalité sous-jacente aux choses de notre expérience. Donc on va associer physis à Genesis. Et c'est dans la notion de chercher l'origine de toute chose qui va se trouver les points communs de nos différentes philosophes. Alors pour Aristote, donc Thalès fait de l'eau le principe matériel, arché. Arché veut dire le premier principe, archéos. Donc archéologie, c'est chercher l'ancien, n'est-ce pas? Archétypes, ce sont les premiers modèles des choses. Donc explicatif de l'univers, d'où procèdent les autres éléments. L'air, le feu et la terre. Accordant une vitalité à cette matière unique et universelle, il estime que l'eau est le principe de toute chose. Ainsi, l'air, le feu et la terre ne sont que différentes formes prises par l'eau. La terre de l'eau condensée, l'air de l'eau raréfiée et le feu nourri par l'air, tout se résout en eau. Aristote résume ainsi la pensée de Thalès et la prépondérance donnée à l'eau au sein de celle-ci. Donc comme ça, on voit un petit peu comment Aristote nous raconte ces choses. Thalès, le fondateur de cette manière de philosopher, prend l'eau pour principe. Et voilà pourquoi il a prétendu que la terre reposait sur l'eau, amené probablement à cette opinion, parce qu'il avait observé que l'humide est aliment de tous les êtres, et que la chaleur elle-même vient de l'humide et en vie. Or, ce dont viennent les choses et leurs principes, c'est de là qu'il tira sa doctrine, et aussi c'est que les germes de toutes choses sont de leur nature humide, et que l'eau est le principe des choses humides. Donc, on va chercher cette origine de toutes les choses dans l'eau. La raison de ce choix par l'eau provient, semble-t-il, de l'importance de celle-ci dans la croissance et la nutrition des choses vivantes, de son rôle central dans le quotidien des Milésiens, et des observations faites en Égypte quant à l'importance du Nil et d'autres fleuves qui faisaient objet de culte. Je reviendrai sur l'importance en Égypte de l'eau, mais c'est vrai qu'il y a deux aspects de l'eau essentiels en Égypte. Un, c'est le Nil, puisque à l'époque, bien sûr, avec la crue du Nil, on avait tout un cycle vital où tout dépendait de cette montée et descente des eaux. Donc, le Nil est toujours symbole de vie par excellence. Et la terre égyptienne était la terre magique, une sorte de géographie sacrée, devenait extrêmement claire, puisqu'on avait l'axe de vie, avec le Nil qui coule du sud vers le nord, qui se croisent dans une sorte de croix de vie,
avec l'axe est-ouest, avec le mouvement du soleil, donc qui représente, on appelait ça la voie des dieux, c'est-à-dire la voie de la lumière et l'eau, vont donner en fait les principes intelligents animateurs et les principes vitaux. Donc en fait, Ra, Osiris était ce double axe qui va être au cœur de la pensée égyptienne. Mais effectivement, derrière ce cycle vital d'eau, disons, et de lumière, il y avait une racine invisible pour les Égyptiens qui s'appelait le Nun. Donc je reviendrai sur ça, puisque ce sont les eaux primordiales, les eaux originelles, les potentiels de toute manifestation. Et on pense que Thalès va énormément s'inspirer de cette idée pour nous parler d'une eau qui n'est pas simplement celle avec laquelle on arrose les jardins, n'est-ce pas, mais c'est une sorte de source potentielle de toute forme de vitalité. En tout cas, continuons, puisqu'on va dire, la raison de ce choix pour l'eau semble provenir donc de cette croissance et nutrition de toutes les choses vivantes, et son originalité va consister en faire un principe de connaissance physique, mais aussi métaphysique. En effet, l'unité de l'élément eau est aussi l'unité du monde, comme le résume le doxographe Aëtius. Thalès et son école disent « le monde est un ». Le monde est un. L'eau, comme principe universel d'explication, n'est présent que dans la pensée de Thalès, bon, etc. Donc en fait, l'idée c'est, je vais vous lire aussi un petit texte là-dessus. Donc on a en même temps cette notion de physis, une nature vivante en évolution et en transformation, une racine originelle qui va associer l'eau. En fait, il va dire, Thalès, l'eau est la cause matérielle de toute chose, mais en même temps, cette eau unifie tout. Vous voyez, elle se différencie dans les autres éléments, puisque déjà les anciens avaient cette conception des 4 éléments de la nature, avec parfois un 5e qui va être l'éther, mais sur ça je parlerai dans des interventions postérieures où cet éther va devenir important. Mais les 4 éléments de base, comme on l'a vu, dans les cas de Thalès, il va parler de l'eau comme en fait la racine de laquelle émanent comme des transformations la terre, l'air, les feux, etc., comme c'était d'autres manifestations d'une même réalité. Mais aussi, il y a 2 concepts importants qu'il va développer. Cette eau va donc nous expliquer que cet univers est un univers vivant, tout est pleinement vivant. Tout est vivant et tout est uni, donc le monde est un. Il y a une diversité d'êtres et de manifestations, mais derrière l'apparence de la multitude et la multiplicité, il y a une unité fondamentale. Et il y a une unité qui est en même temps pleine de Dieu. Tout est plein de vie, tout est plein d'âme. Donc, un autre auteur qui s'appelle Simplicius va nous dire quelque chose comme ça. Je vais vous lire 2 choses. De ceux qui admettent un seul principe mobile et qu'Aristote appelle proprement physicien, les uns les considèrent comme limités. Ainsi, Thalès de Milet, fils d'Examias et Hippon, qui paraît d'autre part avoir été athée, on dit que l'eau était le principe. Bon, c'est quelqu'un d'autre qu'à une époque postérieure va dire, comme il s'exprime au niveau scientifique, il a l'air. Les apparences sensibles les conduisaient à cette conclusion, car et ce qui est chaud a besoin d'humidité pour vivre, et ce qui est mort se dessèche, et tous les germes sont humides, et tout aliment est plein de sucre. Or, il est naturel que chaque chose se nourrisse de ce dont elle provient. Mais l'eau est le principe de la nature humide, et ce qui entretient toute chose. Donc, ils ont conclu que l'eau était le principe de tout, et déclaré que la terre repose sur l'eau. Alors après, on aura l'image de la terre que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, Aëtius va dire aussi, bon, la même chose, et aussi va dire le monde est un. Thalès, l'intelligence du monde est le Dieu, car tout est à la fois animé et plein de daimones. Les daimons, ce sont les génies qui habitent le monde. L'humide élémentaire est pénétré par la puissance divine qui les met en mouvement. Oui. L'humide élémentaire est pénétré par la puissance divine qui les met en mouvement. Et Cicéron,
ce qu'on va insister plus tard, il va dire, Thalès de Milet, qui est le premier à traiter ces questions, dit que l'eau est l'origine des choses et que les dieux, c'est l'intelligence qui fait tout avec l'eau. Donc, vous voyez, nous sommes dans l'idée d'un monde qui est un, dans une intelligence du monde qui est le concept que j'expliquais tout à l'heure de théos, ce qu'on va appeler Dieu, T-H-E-O-S, qui va donner Zeus aussi, dans les principes intelligents, animateurs des choses, et tout est animé, tout est vivant, donc il y a vraiment une notion très importante qu'on retrouvera chez tous les philosophes grecs ultérieurement également, qui est que l'univers entier est vivant. Je reviendrai sur un autre concept qu'on va appeler le panvitalisme, puisque si on dit que tout est vivant, on ne va pas faire une distinction entre, comme nous le faisons, dans les royaumes minéral que nous considérons inorganiques et le royaume organique à partir du végétal, animal, etc. Mais dans tout, il y a ce souffle de vie, cette intelligence première, et l'élément qui relie et qui permet à cette vie de s'exprimer, se développer, se manifester. Dans les cas de Thalès, il va l'appeler l'eau. Donc c'est d'où l'importance qu'il prendra cet élément, comme ce sort de lien. Mais l'essentiel, c'est un univers vivant, unifié, porteur d'une intelligence et porteur des plaintes de Dieu. Donc vous voyez qu'on est loin du fait d'avoir jeté les dieux par-dessus bord. Ce n'est pas du tout la question. Je reviendrai sur l'eau, mais donc en fait, au lieu d'être dans un univers pluriel où toutes les choses sont séparées, il va essayer de trouver le concept du un. Donc il y a des philosophes du 19e qui vont expliquer, comme un helléniste allemand, que l'apport majeur de Thalès, c'est d'avoir généralisé et conceptualisé ses observations, d'être parvenu au concept de l'un sans se perdre dans la combinaison des observations disparates. Alors, je fais aussi une petite parenthèse pour revenir toujours à l'Égypte, qui était quand même une des sources par lesquelles est passé Thalès, puisque en Égypte, on a déjà clairement la notion de Dieu, la divinité, comme un et multiple à la fois. C'est pour ça que dans les temples de Karnak, il y a une salle de mystère dans laquelle il y avait Amon et ses différentes manifestations. Les 9 manifestations, pour expliquer qu'il était un et multiple à la fois. Donc pour les Égyptiens, c'était tout à fait clair. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'un polythéisme dans le sens banal, ou imaginer que c'est les grands Akhenaton qui inventent le monothéisme, puisque son monothéisme est très matérialiste, avec un Dieu soleil très, très matériel avec ses petites mains qui apportent la vie. Mais en fait, c'était une vision qui est en même temps dans le sens de l'unité et de la pluralité, et qu'on devrait qualifier plutôt de panenthéisme. Mais bon, ça c'est un autre concept sur lequel on reviendra. On attribue à Thalès une conception de l'univers assez séduisante, donc voilà comment il représentait l'univers. Il est représenté comme une sorte de bulle d'air hémisphérique, donc imaginons une sorte d'hémisphère, formé par la concavité du ciel, donc le ciel a une forme toujours sphérique, mais ça serait d'hémisphérique, et la surface plane de la Terre. Donc on prend une sphère, on la coupe en deux, on garde une moitié courbe qui donne le ciel, et une partie plane, entre guillemets, qui est la Terre, qui elle-même flotte sur l'eau. Donc en fait, elle est sur une surface aquatique qui tient la Terre. Les mouvements de la Terre sur l'eau expliqueraient les tremblements de terre. Et Thalès place donc l'eau en tant que principe, sans contexte métaphysique à l'origine des choses. Et il discerne l'unité de l'être. Donc, plein de philosophes, y compris Nietzsche, vont être passionnés par ce fait de se trouver déjà devant un des premiers philosophes qui insiste sur l'unité de l'être. Bon, certains se disent que peut-être c'est par Aristote qu'on pense que tout est associé à la notion de l'eau, mais il utilise fondamentalement, ça c'est vraiment le mode aussi de connaissance de ces premiers temps, on utilise souvent la méthode analogique, l'analogie.
C'est quoi une analogie? Donc c'est partir, disons, d'un exemple et trouver des correspondances avec autre chose dans lesquelles on va trouver quelques éléments qui vont dans le même sens. Donc, il a su utiliser une analogie, le concept d'arché, pour expliquer l'essence de chaque être. Donc, il a provoqué cette espèce de rationalisation du monde, et pour ça, c'est une figure de transition entre l'interprétation universalisante des grands mythes et l'argumentation d'une compréhension du monde. Quant à l'eau comme élément primitif dans sa cosmogonie, on pense que l'origine peut être phénicienne ou égyptienne. Bon, on a vu qu'il avait par ses origines quelque chose de phénicien. Les Phéniciens, comme vous savez, étaient des grands navigateurs et ils vont être aux portes, effectivement, de tout le monde moyen-oriental. Donc il y a déjà toute l'importance de l'élément eau. La conception d'une terre flottante comme un disque de bois reposant sur l'eau, évoluant dans un univers rempli de matières primordiales, comme une masse liquide, s'accorde dans une certaine mesure avec l'idée égyptienne de l'eau primordiale, Nun, surface divisée en deux masses séparées. La conception de l'eau chez Thalès est très proche du Nun des Égyptiens, matière-esprit destinée à l'évolution. Alors, revenons au Nun. Effectivement, pour les Égyptiens, il y a un univers ordonné qui était ce monde égyptien, dans lequel règne l'ordre, l'harmonie, l'harmonie des contraires, et ce jeu entre la vie et la lumière dont je vous ai parlé. Donc en Égypte, très bien ordonné, entre guillemets, mais qui est toujours encadré par les forces, entre guillemets, du chaos, de destruction potentielle et de régénération potentielle. C'est pour ça que le désert est associé à Seth, qui évoque les forces de destruction, et la part qu'on peut dire, cette espèce d'immense oasis, parce que certains disaient que l'Égypte était un énorme oasis, avec ces vallées, disons, ce bord du fleuve, où les terres sont fertiles et autour desquelles peut jaillir la vie, mais dès que vous allez à une certaine limite où les zones ne fécondent plus la terre, c'est le désert. Et je ne sais pas si vous êtes allé en Égypte, mais le contraste entre la vitalité, les terres cultivées vertes, magnifiques, où il y a toute la force régénératrice du limon, etc., qui agit, et tout d'un coup, la limite nette du désert est vraiment colossale. Donc, tout en Égypte, disons, amène naturellement à une loi d'analogie, parce que dans tout, on a une comparaison facile à faire entre ce qu'on voit dans la nature et les lois qui peuvent gouverner ces phénomènes. Donc, en fait, ce désert, entre guillemets, va représenter les limites, entre guillemets, d'une forme de chaos. Mais, en allant encore au-delà, tout cet univers, entre guillemets, de potentialités grouillantes, où les choses se réabsorbent dans une sorte de chaos, c'est ce qu'ils appelaient le Nun. Donc le Nun, c'est l'univers du non-être, mais duquel l'être peut émerger. C'est comme si c'était une sorte d'océan primordial des potentialités, c'est comme ça qu'ils l'appellent, duquel régulièrement la vie peut réapparaître. Donc, cette vie manifestée, ordonnée, mahatisée, n'est-ce pas, dans laquelle règne Mahat, l'harmonie et l'ordre, émane de ces forces chaotiques maîtrisées. Donc, vraiment, ce Nun primordial est très puissant et évoque aussi que pour la mentalité égyptienne, il n'y a pas un bien et un mal qui sont séparés radicalement, puisqu'en réalité, tout contribue à la création d'un monde ordonné, beau, disons, et habitable, comme ils disent. D'accord ? Mais si on n'est pas capable de passer par les contacts avec les forces du chaos, donc la destruction, la mort, on ne peut pas se régénérer, renaître. Donc la renaissance dépend du fait d'accepter la mort et les passages par l'obscurité, par les ténèbres, par ces eaux potentielles, germinatives. Et c'est quand même intéressant à voir comme symbole. Dans les mondes mésopotamiens, on parlait peut-être d'une autre source qui, à travers ce monde phénicien, aurait pu inspirer un petit peu la pensée de Thalès. Au commencement, il y a effectivement, pour la Mésopotamie,
à Sumer et après Babylone, l'idée de deux types d'eau. Donc il y a aussi des eaux primordiales. Il y a Tiamat, qui sont les eaux salées qui entourent l'univers. Et disons plus au centre, on a les eaux douces, qui sont associées à une divinité qu'on va appeler selon les époques Enki ou Ea, qui va donner un peu les dieux de la sagesse. Donc les eaux douces vont être source de vie, et les eaux salées sont celles desquelles émanent toutes les divinités, les monstres primordiaux, en quelque sorte, les forces archaïques de commencement. Donc c'est Tiamat, mais qui est en même temps cette déesse qui est la mère de tous les vivants. À un moment donné, dans les mythes babyloniens, c'est Marduk, qui est une forme de Zeus quelque part, ou de Jupiter, qui va s'attaquer à cette déesse Tiamat qui veut quand même détruire la création, parce que, bon, pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc il y a un combat primordial, et Marduk finit par tuer ces grands monstres primordiaux, les dépecer, et de là va naître l'univers ordonné. Donc on est un petit peu comme dans les mythes grecs, avec Zeus justement, qui combat les titans et les forces primordiales, les forces archaïques, pour ordonner le monde, n'est-ce pas? Donc ce sont des divinités ordonnatrices du monde. Mais ils partent d'une sorte de substance primordiale, de matière primordiale qui est aquatique, parce qu'elle porte en elle tous les germes de vie. Vous voyez, c'est intéressant, un petit peu ces analogies. Alors, entre autres choses, Thalès proclame l'immortalité de l'âme, parce que Diogène rapporte que Thalès pensait que toute chose avait une âme, et que cette âme participait de tout l'univers. Donc c'est pour ça que tout était animé, l'univers était plein de dieux, plein d'êtres vivants, ce qui va donner naissance à une théorie, et là je vous donne un mot un peu compliqué, mais c'est l'unique d'aujourd'hui, vous voyez. Vous me permettrez que je vous donne un petit mot compliqué. Il va développer, disons, une vision que plus tard on va appeler la théorie, la doctrine philosophique de l'hylozoïsme. H-Y-L-O-Z-O-I-S-M-E. Hylozoïsme. Mais ces mots, encore une fois, ne nous viennent pas de Thalès. Il va falloir attendre très longtemps parce que c'est un Anglais qui est Ralph Woodworth, qui en 1678 écrit un livre sur les véritables systèmes intellectuels de l'univers. Il s'intéresse beaucoup à la vision du monde des anciens égyptiens et autres. On est avant l'égyptologie, hein, donc c'est vraiment intéressant, les sources qu'il cherche. Et il développe ce concept d'hylozoïsme. Ilé, c'est la substance, c'est la matière. Zoé, c'est le vivant. Dans la théorie de l'hylozoïsme, qui est à rapprocher du panvitalisme, propose que tout ce qui existe dans le monde est vivant ou contient une forme de vie. Donc est animé, porte une âme, d'accord? Âme dans le sens de ce qui anime, ce qui donne la vie aux choses. Et ce concept affirme que tout est vivant, bien en deçà du règne animal et végétal. Donc c'est une sorte de panpsychisme, tout est animé de vie et disons d'une certaine intelligence. Donc en fait, essentiellement, ça correspond à l'idée que le monde est un être vivant pénétré par une âme du monde. Le concept d'âme du monde, vous avez peut-être entendu parler, il va revenir plus particulièrement avec Platon et d'autres philosophes. C'est l'image aussi de l'Ouroboros, les grands serpents qui se mordent la queue. Donc on est dans un univers vraiment porteur d'une puissance de vie et en même temps une intelligence remarquable. Alors on va parler un petit peu plus sur l'eau, puisque c'est notre sujet de préférence aujourd'hui. On n'a pas amené nos maillots de bain, mais quand même on est dans les bains. Donc on a vu qu'en fait l'eau est en même temps une source physique et métaphysique. Elle ne se limite pas à expliquer les phénomènes dans leur dimension matérielle, mais elle explique quand même qu'il y a une source, en quelque sorte spirituelle, une intelligence
qui réside dans toutes les choses. Donc, ce principe de toutes les choses est l'eau. Donc, on a vu Nun et Tiamat. Donc, on a vu cette influence. Mais l'eau n'est constituée par rien. Elle est de nature indéterminée, simple et homogène. C'est cette espèce de simplicité qui permet, disons, de s'intéresser à elle. Il ne s'agit pas de l'eau de pluie ou de rivière, mais d'une eau alchimique, une eau primordiale, les germes des principes humides qui pénètrent toutes choses. L'élément aqueux, par exemple dans les corps humains, les seins, les océans, est présent dans toutes les choses. D'ailleurs, effectivement, vous savez que l'eau constitue à peu près 50 à 80% de notre corps. Nous sommes des êtres extrêmement aquatiques. C'est pour ça que les différents mouvements de la Lune, en même temps qu'ils activent les marées, activent aussi tous les éléments liquides dans notre propre organisme. Donc nous sommes malaxés, entre guillemets, parce que nous sommes aussi porteurs de l'eau. L'élément aqueux donc, peut être présent dans toutes les choses. Donc la planète est composée d'eau sous différentes manifestations. Donc dans sa vision, comme on l'a dit tout à l'heure, l'eau est le support des continents. La Terre est assise donc sur ces fonds d'eau. Et s'enfonçant dans les profondeurs de la Terre, quand on creuse, on va trouver de l'humidité. Quand on creuse un puits, on va trouver les points de l'eau, etc. L'eau est le principe d'où proviennent toutes les choses, où elles se forment et se dissolvent. Donc on a maintenant cette idée, germe potentiel de toutes les manifestations de la vie, et en même temps, les lieux dans lesquels, si on verse de nouveau, n'est-ce pas, des corps, ils vont se dissoudre à la fin des temps. Ça, évidemment, comment dirais-je, m'invite à une petite, pas digression, mais une petite promenade à travers l'astrologie, puisqu'en astrologie, les signes du zodiaque sont associés aux éléments, et nous avons, en termes, les signes qui sont associés à l'eau, il y en a 3. Un qui est justement le Cancer, qui est associé à la Lune. Il y a toutes les potentialités, les germes de vie. Donc c'est un petit peu cette eau matricielle qui porte en elle-même la possibilité que la vie se développe sous toutes ses formes. Donc c'est pour ça qu'on l'associe à la Lune en tant que principe mère, maternel. Au cœur de l'automne, elle est, disons, l'ouverture de l'été. C'est les signes qui gouvernent, entre guillemets, l'apogée de la lumière et de la manifestation de la vie. Au cœur de l'automne, on a les scorpions. Alors là, on a un petit peu un côté, les eaux un petit peu destructrices, stagnantes. On imagine un peu les marais, les marécages, des zones un petit peu dans lesquelles cette vie ne circule plus, mais donc elle est un petit peu source de mort. Mais en même temps, en tant que source de mort, elle va être source de transformation et de passage vers l'invisible. Et on clôture les zodiaques avec les poissons. Les 2 poissons, d'or et d'argent, qui marchent chacun dans son sens, un peu comme une sorte de yin-yang qui se mord la queue, et qui évoquent les eaux dissolvantes de la fin des temps. En fait, celle dans laquelle toutes les choses arrivent à la fin et se réincorporent dans un univers invisible, vital et originel. Donc c'est intéressant parce que les images de l'eau de Thalès, je fais une petite digression analogique, me font penser à cette vision de l'eau dans l'astrologie. Donc l'eau est le principe vital de la nature qui se régénère spontanément. L'humidité rend la terre propre à la germination, à l'éclosion des semences, à la vie. Elle est un principe de fécondité. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. L'eau vient des océans, produit la vie, désintègre les cadavres et les ramène aux océans. Voilà les cycles dont je viens de parler. Et effectivement, ça donne cette notion de l'hylozoïsme dont nous avons parlé également, dans laquelle la matière, il est douée de vie zoé par elle-même. Les choses ont une vie propre, pénétrée par une âme du monde. Et on rapproche ça du panvitalisme.
les présocratiques et les stoïciens vont reprendre ces notions. Et donc, il y a cette idée aussi d'immortalité, d'une vie immortelle changeant de forme. La substance corporelle primitive possède en elle une force qui la meut et la fait vivre. Par l'illozoïsme, on capte les principes vivificateurs et animateurs de la vie, dont nous sommes dans une sorte de vision animiste de la matière. La terre-matière est animée et vivante. Animiste dans le sens qu'elle est animée de vie. Tout dans l'univers est vivant. Ça, c'est un concept extrêmement important. J'insiste pas mal, mais il faut le retenir parce que c'est une des clés de la vision du monde qui est très différente de la nôtre. Alors, vous direz, mais pourquoi elle est différente de la nôtre? À quoi elle est différente de la nôtre? Est-ce que nous pensons que les corps célestes sont des êtres vivants? Non, on n'oserait pas. On pense que ce sont des tas de cailloux plus ou moins enflammés, selon que ce soit des étoiles ou des planètes, qui tournent, bon, suivant des lois de gravitation et autres lois de la physique. Mais jamais il nous vient à l'esprit, nous modernes, entre guillemets, d'imaginer qu'il y a quelque chose comme une intelligence, une présence, une conscience chez ces êtres. Alors là, j'invite à revenir au Timée de Platon. Bien sûr, on est assez loin, enfin, quelques siècles de notre cher Thalès, mais on est dans la continuité d'une vision des choses où, justement, quand on dit l'univers est vivant, il y a dans cet univers différents degrés évolutifs de conscience. Donc Platon va dire dans le Timée que ces corps célestes sont des êtres divins. C'est pour ça qu'ils ont des formes sphériques, des corps sphériques, qui tournent sur leur propre axe, ils tournent sur leurs propres lois. Ils obéissent aux lois fondamentales, n'est-ce pas, de l'évolution, et ils portent en eux-mêmes toute une série d'êtres vivants. Le Soleil transporte autour de lui la cohorte des planètes, maintenant on sait tourner autour d'un centre galactique, et les planètes, en tout cas dans la Terre c'est évident, dans les autres leurs destinées sont peut-être un peu différentes, eh bien elles portent en elles-mêmes toute forme d'êtres vivants, minéraux, végétaux, animaux, humains. Donc Gaïa, c'était les grands vivants, les grands êtres vivants, porteurs des formes de vie, donc avec une conscience que pour les anciens était naturellement supérieure à celle des autres espèces qu'ils portent en eux-mêmes. Donc voilà jusqu'où va cette notion de l'univers vivant. C'est pour ça que Platon l'appelle les macrobios, les grands vivants. Et si nous voyons l'univers comme vivant, et nous voyons ces différentes entités comme des degrés évolutifs de plus en plus complexes, avec une conscience de plus en plus lumineuse et vaste et inclusive, ça donne une toute autre idée, même de l'évolution de l'homme au sein de cette évolution de l'univers, que celle de nous considérer comme simplement des mammifères supérieurs qui vont se comporter comme des animaux avec une petite étincelle mentale qu'on utilise en général mal. Donc, les conclusions et les conséquences d'une vision ou une autre du monde sont radicalement opposées. C'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu plus au sérieux ce que les anciens expliquaient, parce que peut-être il y a des clés pour un futur dans lesquelles nous pouvons vraiment choisir, si nous voulons une évolution qui nous amène à donner le meilleur de nous-mêmes et même nous transformer jusqu'à des degrés difficiles à concevoir, mais qui ne dépendront pas de l'intelligence artificielle, ou si nous voulons devenir des robots, hein, bien sûr, entre guillemets, vers un univers. Je ne parlerai pas d'anges, parce que ça peut sembler un peu étrange, mais en tout cas, des degrés de conscience de plus en plus inclusifs et spirituels, ou des degrés de conscience de plus en plus mécaniques et brutaux. Voilà, le choix. Et ça dépend déjà de ces germes de pensée très riches qu'on trouvait chez ces premiers philosophes. Dans la nature de l'eau, disait-il, est divine. La nature, la plus infime parcelle de la nature est peuplée d'esprits, des dieux, des anges et des démons. C'est ce qu'on disait. Tout est vivant et en état de vibration. L'approche philosophique et scientifique est à la fois. C'est-à-dire, en réalité,
bien que ces premiers philosophes, pour des raisons historiques et d'un besoin particulier pour l'humanité d'expérimenter davantage le langage du logos, et vont rester très proches, n'est-ce pas, de cet univers mythique, et vont intégrer les mythos et les logos, mais à travers, pour essayer d'expliquer l'univers, ils vont choisir de passer au langage du logos. Donc les concepts, les démonstrations, les explications. Mais ça n'empêche qu'ils considèrent que cette nature est animée des principes divins, que les théos, l'intelligence, animent la nature. Donc c'est clair que pour Thalès, ce principe vital est l'eau, comme pour Hésiode, ça pouvait être effectivement Océanos ou Uranos, les grands ciels sur la mer primordiale. Donc Dieu est à la fois l'eau élémentale de l'univers. Et on attribue 3 pensées à ça. Le divin n'a ni origine ni fin. Dieu est le plus ancien de ce qui existe, car il n'a pas été engendré. Et l'esprit court très vite sur toutes les choses. Ça, c'est bon. L'esprit court très vite sur toutes les choses. C'est un peu comme l'idée du souffle. C'est comme dans la Genèse, n'est-ce pas? Tout d'un coup, il y a le souffle divin qui anime les eaux. D'ailleurs, on a aussi, dans la tradition de la Genèse, les eaux primordiales. Et on a même droit au déluge, n'est-ce pas, quand il le faut. Donc Dieu peut être associé à l'eau et au mental, qui sont un, des états, disons, sur lesquels disons, qui sont la source de la manifestation. En Orient, pour finir aussi, on va faire un petit saut. Il n'y a pas un lien direct. Thalès n'est pas apparemment en contact avec la sagesse orientale. Mais rappelons-nous que dans la philosophie hindoue, védique, disons ultérieure, des grandes écoles, il y a la notion de l'eau comme le principe vital, vivificateur du monde, l'énergie vitale de l'univers qui s'appelle prana. Et la grande vie de l'univers s'appelle Jiva Prana. Donc en fait, c'est cette âme du monde qui anime les choses. Ce sont les âmes qui vivifient tout, l'esprit, disons, donc, des éléments, dont de l'eau. Alors voilà, dans plusieurs traditions, on va retrouver un tout petit peu cette importance de l'élément eau. Il semblerait que Thalès est celui qui va nous transmettre cette idée de la grande vie qui anime l'univers, mue par une intelligence, mais se manifestant à travers des lois qui sont quand même extraordinairement précises et claires, et grâce auxquelles cet univers peut continuer, disons, sa course, et aussi avoir le don de connaître des mutations, des modifications, des naissances, des morts et des renaissances. Voilà ce que je peux vous dire sur Thalès, j'espère que ça vous intéressait. Et je vous donne donc rendez-vous le 18 janvier, si tout va bien, pour passer au suivant. Alors je vais lire un petit mot pour donner envie à certains même de venir. Hein. Alors de qui on va parler? Là on va rentrer dans les anaxes. Et je dirai un petit mot sur le mot des anaxes la prochaine fois. Parce qu'il y a plusieurs philosophes, n'est-ce pas? Anaxagore, Anaximandre, Anaxibène. Qu'est-ce que ce mot anaxe veut dire? Petit point de suspension. En tout cas, je vais vous parler sur Anaximandre et l'audace de l'illimité, Anaximène et l'invisible. Anaximandre avait 20 à 25 ans de moins que son maître Thalès et il est considéré comme un continuateur de son œuvre. Donc pour ça, on va rester dans l'école de Milet. On ne s'échappe pas de Milet la prochaine fois. Son œuvre et sa labeur furent très importantes en tant que législateur, homme d'État, scientifique et philosophe. Vous voyez, nous continuons devant des êtres qui ont une capacité, n'est-ce pas, d'aborder beaucoup de sujets en même temps. Donc ils ne sont pas dans la spécialisation aveuglante, en quelque sorte. Et surtout, il a construit
les bases solides de la première interprétation philosophique de l'univers, expliquant son origine de façon plus abstraite que Thalès, avec l'expression de l'apeiron, l'illimité, l'indéterminé, ce qui précède la différenciation. Bon, on va rentrer d'un regard, disons, plus subtil, dans quelque chose de ces lois de l'invisible. Anaximène est un disciple et collaborateur d'Anaximandre. Attendez. Sa principale contribution est dans la relation que son air, en tant que principe originaire, entretient avec l'idée de psyché, aër et pneuma. Et il l'utilise en tant que paradigme explicatif du cosmos, comme un être en tout vivant qui se dilate et se contracte successivement. En fait, on pourrait dire que ces premiers physiciens qui semblent aborder cette réalité de l'univers, disons, sous plusieurs facettes. Enfin, ils essayent de nous présenter toutes les facettes possibles. Quel rôle vont jouer ces différents éléments? L'air, le feu qu'on verra avec Héraclite, l'apeiron, l'eau, etc. Donc en réalité, ils ne se contredisent pas, ils se complètent. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas une concurrence. Qui a raison? Quel élément est aux enchères? Qui va payer plus pour tel ou tel? Non, on n'est pas en compétition. On est en train de faire le tour d'une réalité d'une extrême complexité qui peut être abordée sous cet angle, l'autre angle, comme une sorte de kaléidoscope, ou une sorte de dodécaèdre, une figure à plusieurs facettes d'une immense richesse. Avec Thalès, on a ouvert les portes, on a vu aussi qu'il fait partie de ces sages qui en même temps donnaient des enseignements très pratiques, avec ces aphorismes, pour que, disons déjà, chaque individu essaye de vivre selon ses principes. Mais en même temps, ils observaient, avec ces regards très fins, n'est-ce pas, très pointus, comment fonctionnaient ces lois. Et avec les instruments de l'époque, mais surtout avec leur intelligence très aiguisée, ils nous ont permis de découvrir les richesses des physiques, de la nature et de toutes les transformations qui sont à la base de ce devenir du monde. Donc on les remercie beaucoup de leur rapport et je vous souhaite à tous une bonne fin d'année puisque nous clôturons notre année en même temps. Et on se retrouve, si vous le voulez, pour continuer nos échanges sur Anaximandre et Anaximène. Merci.